Voilà de retour, mesdames et messieurs, pour entamer notre partie débat. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Mahmoud Sebet, analyste politique, bonsoir, et Dr Assam Abdel-Fattah, professeur d'analyse du discours à l'université de Helwan. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Bon, alors, tout d'abord, on voudrait parler d'un dossier assez important où l'Égypte fait beaucoup de progrès, c'est la politique étrangère. Aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, est à Bruxelles. Il s'entretient avec les responsables de l'Union européenne en vue de développer davantage la coopération de l'Égypte avec l'Europe. Et bien entendu, il a dû aborder le dossier économique que nous allons aborder tout à l'heure. Mais on voudrait parler de l'importance et des progrès effectués par l'Égypte sur le dossier de la politique étrangère. Oui, ça a beaucoup amélioré, bien sûr, et cette visite, c'est vraiment pas une confirmation, mais ça augmente quand même la direction que l'Égypte est en train de prendre. En plus, il y a 2-3 ans, pas inimaginable, mais quand même, l'Égypte n'était pas au même niveau, au même moment, aux mêmes positions qu'elle est aujourd'hui. Actuellement, l'Égypte, à cause de la stabilité et ce qu'elle représente et ce qu'elle peut pas exporter la stabilité, mais quand même aider dans le combat contre l'extrémisme, et en plus d'être le partenaire beaucoup plus naturel de l'Europe dans le cas économique. C'est bien sûr, ça fait partie de cette visite et ça s'est représenté dans cette visite. Tous ces dossiers, pas seulement le dossier économique, mais aussi le dossier politique, le dossier géostratégique. Je trouve que l'Europe actuellement est en train de voir de plus en plus l'Égypte comme un partenaire géostratégique plutôt que seulement des partenaires politiques, dans un certain sens, comme ce qu'on a vu avant. C'était pas complètement ça. Mais actuellement, ça a beaucoup augmenté dans ce sens. Bon, docteur Assam Abdel-Fattah, d'un coup, nous avons vraiment des pas intensifs en vue d'avoir une politique extérieure assez énergétique, si l'on veut dire. Mais paradoxalement, le tourisme n'a toujours pas bougé. Ce n'est peut-être pas le moment de tourisme actuellement. Il faut attendre 1 ou 2 mois. On sait très bien qu'il y a des experts internationaux, des experts de sécurité. Tous les pays étrangers, notamment la Russie, la Grande-Bretagne et l'Allemagne notamment, eux, ils ont promis justement d'ouvrir la porte au tourisme égyptien. C'est très prochainement, peut-être d'ici 1 mois ou 2 mois, on va voir certainement un flux touristique. Mais peut-être ce n'est pas le moment parce qu'on a appris quand même, par exemple, d'une certaine source en fait du côté de la Russie, c'est que l'Égypte a réalisé 90% en fait des mesures requises pour que la sécurité soit complètement établie. Mais il reste quand même quelques points à finir. Disons, entre l'Égypte, enfin, je ne sais pas c'est exactement ce qui se passe sur la scène, mais il semble que la Russie veut envoyer aussi des experts de sécurité qui coopèrent avec les experts de sécurité égyptiens, et c'est un point quand même que, enfin, je ne veux pas dire discutable, mais il y a des négociations sur ce point. En ce qui concerne la Grande-Bretagne, d'après les déclarations qui ont été faites par les responsables britanniques, il y aura très prochainement donc un tourisme britannique et même un tourisme allemand. Et quand même, on commence à voir, je pense qu'il y a des visites touristiques d'un moment à l'autre, on voit même de la France et d'autres pays. Ça, c'est pour le tourisme. Mais tout ça lié justement au climat, au terrorisme. Vous savez que l'armée égyptienne et la sécurité, les forces de sécurité mènent un combat féroce à l'encontre des terroristes au Sinaï. Le terrorisme sévit au Sinaï et la guerre ne s'est pas encore terminée. On entend d'un moment à l'autre des attentats qui sont commis par exemple par telle ou telle faction terroriste, ce qui veut dire qu'on n'a pas encore nettoyé le Sinaï. Or, quand même, on peut dire que le terrorisme est localisé dans la partie nord du Sinaï. Mais par exemple, le sud, la zone de sud, c'est ouverte et même il y a des touristes qui viennent à Sharm el-Sheikh. C'est vrai que ce ne sont pas trop nombreux, mais je pense que ça va démarrer. On reviendra certainement à ce point, mais je voudrais vous demander, normalement, les investissements étrangers dans un pays sont liés en quelque sorte à sa sécurité. Donc si nous avons fait de grands pas
concernant les investissements étrangers en Égypte actuellement, grâce à la politique étrangère, justement. Pourquoi est-ce que le tourisme ne revient pas en même temps? Quand même, oui, nous, on sait très bien que l'Égypte est, dans un certain sens, un oasis de sécurité, un oasis de stabilité dans la région. Mais cette opinion n'est pas vraiment partagée en Europe ou dans les États-Unis. Au contraire, les touristes, et il y en a qui viennent, sont plutôt des touristes aventuriers, qui font ça comme vraiment une aventure, ou d'autres sortes de tourisme, mais pas vraiment dans la quantité dont on attend, où on est plutôt préparé à recevoir. Mais actuellement, les investissements, c'est pas seulement le tourisme. Les investissements, c'est aussi des autres cas dans une économie. Et dans ce cas, c'est plutôt une autre sorte de situation. Il y a le moyen, le petit investisseur, le moyen investisseur et le grand investisseur. Normalement, nous, comme État, est en train de concentrer à attirer le grand investisseur, mais ce n'est pas ça seulement. C'est aussi, il y a bien sûr l'investisseur local. Il y a l'investisseur local qui cherchera toujours des partenaires d'ailleurs. Et c'est plutôt ça que l'économie en a besoin. C'est d'avoir localement les devises qui sont prêts à être investis dans le pays par des Égyptiens, que ça s'est aidé, qu'il y a des voies d'aide économique dans ce secteur. Et parce qu'après tout, l'Égypte, c'est un pays avec une économie assez complète, dans le sens qu'il y a l'industrie, il y a l'agriculture, il y a l'économie de services, ça veut dire l'assurance, les banques, etc., beaucoup plus élevée dans beaucoup d'autres pays de la région, et même historiquement d'un niveau assez haut, comme plutôt comme un des pays moyens en Europe, par exemple. On n'est pas là au moment, mais c'est plutôt ça qui a vraiment besoin d'efforts. Et quand on a ça, le moment qu'il y a une sorte d'investissement local, ça peut attirer quand même. Parce qu'à ce moment-là, il y a une stabilité économique, pas seulement une stabilité sécuritaire. Et une stabilité économique dans d'autres voies, pas seulement le tourisme. Dans le voie, par exemple, on a des côtes, après tout. L'Égypte est en train d'exporter beaucoup de leur agriculture en Europe, par exemple. Elle a beaucoup d'opportunités et le potentiel d'agrandir tout ça avec un peu d'investissement. Et dans beaucoup de ces secteurs, c'est complètement ouvert. Bon, si je reviens au point que vous soulevez tout à l'heure concernant le terrorisme, quelle est la situation maintenant actuelle dans la zone d'Al-Arish? Le combat est toujours en cours, parce que le problème, c'est que d'après ce qu'on lit, d'après aussi ce qu'on constate sur la scène de cette guerre, en fait, entre les forces de sécurité, l'armée d'un côté et aussi les terroristes, les terroristes constituent en fait un front, un ennemi invisible. C'est-à-dire, une fois qu'on nettoie, par exemple, une zone, on détruit des tunnels, on démantèle tel ou tel réseau terroriste, tout d'un coup, on va surgir un autre réseau de terroristes, ce qui veut dire certainement que la partie nord du Sinaï n'a pas encore été nettoyée. Et la preuve, c'est qu'on voit des attentats. On a vu par exemple un des derniers attentats qui a visé les Coptes. Ils les ont évacués complètement de leur maison. Et c'était vraiment une catastrophe, à mon avis. Une catastrophe. Et ça, à mon avis, ça prouve en fait que jusqu'à maintenant, c'est qu'on ne peut pas dire, on n'est pas en mesure de dire qu'on a complètement éradiqué le terrorisme de Sinaï, mais la guerre continue. Et c'est compliqué vu, la nature géographique de Sinaï et cette partie nord, et en même temps, le fait que les terroristes eux-mêmes se mêlent
de la population du Sinaï, c'est-à-dire dans les tribus, à titre d'exemple, et la difficulté pour les forces de sécurité, par exemple, à repérer exactement les éléments terroristes, sans compter, bien entendu, les failles de sécurité parfois, parce que moi, je pense que le fait que les terroristes commettent ces attentats qui ont visé les Coptes, et que les Coptes ont été évacués de leur maison de telle façon humiliante, ça quand même montre des failles graves dans la sécurité. Mais est-ce que vous pensez que ce soit vraiment les Coptes qui soient visés à El Arish, ou bien c'est une guerre, ou bien ce sont des attaques contre les citoyens de cette ville, qu'ils soient musulmans ou Coptes? Non, je pense que c'est les Coptes en premier lieu. Certainement les Coptes, parce que quand même, c'est qu'on a vu qu'il était la cible principale. S'il est vrai que, par exemple, des enfants, et des enfants, des femmes, des musulmans sont aussi victimes, mais on a vu que tous les attentats, il n'y a aucun doute que ces attentats ont visé les Coptes. Ils ont visé les Coptes, notamment les Coptes. Hein? Mais vous avez également des musulmans qui ont été assassinés. Oui, mais c'est-à-dire que les Coptes, les terroristes ont changé un petit peu leur stratégie. Leur stratégie, justement, c'est de mettre le pays dans une situation très critique, parce que le dossier Copte, quand même, pourrait entraîner des conséquences néfastes sur le plan international. On peut dire que l'Égypte ne peut pas protéger les Coptes. Ils jouent vraiment cette carte. Est-ce qu'on a une idée sur l'identité de ces terroristes? Ah là, ça c'est très important. Les terroristes, il semble que ça, c'est très difficile, parce que la presse, enfin les médias nous enseignent pas sur l'identité, mais il y a des Égyptiens, il y a peut-être des Palestiniens, ça existe, des éléments de Hamas, ça c'est fort possible, hein. Et il y en a d'autres, mais on sait très bien qu'ils relèvent de Daesh, et que Daesh c'était une branche de Daesh qui vit toujours au Sinaï et qui est toujours là. Et je pense que ça pourrait répondre à votre première question, pourquoi le tourisme ne commence pas à venir, c'est-à-dire qu'en abondance, hein. Mais là, j'estime que la guerre ne s'est pas encore terminée. Ça va continuer. Et je ne peux pas vous dire que voilà, c'est terminé, on a réalisé des exploits d'un grand... Parce que si je le dis, le lendemain, vous pourrez voir, par exemple, surgir d'autres attentats terroristes qui visent des Coptes ou des visent d'autres populations. Alors, vous savez qu'actuellement, le couvre-feu est toujours là, même au Nord Sinaï. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on est toujours dans l'état d'urgence. Oui. Ou bien on est toujours dans l'état de continuer à éradiquer le terrorisme. Oui, éradiquer, je ne peux pas le dire, je suis complètement prudent, mais je dis qu'il y a beaucoup d'exploits. L'armée, en fait preuve de courage extraordinaire et aussi de grandes compétences, ça il faut le dire. Mais aussi, il me semble que le problème réside dans ce qu'on appelle les renseignements. Parce que si vous voulez mener une guerre par exemple couronnée de succès, ça dépend des renseignements que vous disposez sur les éléments terroristes. Et c'est lorsque, par exemple, les attentats qui ont visé les Coptes se sont produits, moi, à mon avis, je pense qu'il y a eu une faille de renseignements, parce qu'on aurait pu quand même prévenir et éviter. Le problème, c'est que dans cette région, vous avez énormément de tunnels. C'est une région qui a été un peu négligée pendant des années. Donc, oui, et la population, les terroristes, enfin, on sait très bien que se mêlent de la population, ce qui est très difficile de les repérer. On ne sait même pas si peut-être il y a des éléments de la population qui soutiennent les terroristes, ce qui complique vraiment la tâche pour la sécurité. En tout cas, l'armée fait son travail. Donc, on voudrait passer à un autre dossier concernant l'Égypte avant de passer à Donald Trump. On voudrait passer à la situation économique en Égypte aujourd'hui. Est-ce qu'avec tous les pas qui ont été pris pour redresser l'économie en Égypte, est-ce qu'on peut dire que nous sommes vraiment sur la bonne voie aujourd'hui? Oui, on est sur la bonne voie, au début de la bonne voie. Et ça va prendre du temps et vraiment, on a vu vraiment des grands sacrifices quand même par la population pour même arriver à ce point. Mais ça doit être quand même amélioré par d'autres efforts. Pour moi, l'effort juridique est très important, pas seulement les efforts économiques, le système de justice vis-à-vis des lois commerciales, ça doit être aussi quand même arriver au même niveau que l'autre.
pas négliger un et pousser un autre. Après tout, les gens ont besoin d'être protégés par la loi dans des disputes commerciales et des disputes économiques. Alors il y a ça, mais oui, grosso modo, on peut dire qu'on est dans une bonne voie. On attend certaines choses, par exemple la situation de gaz, la situation de certains ressources minéraux en Égypte est en train d'être développée actuellement. En plus, on a vu raffinerie qui vient d'être mis en place pour aussi venir au même niveau que la demande en Égypte. Et maintenant, on a des facilités qui sont, qui sont là beaucoup au-dessus de la demande égyptienne dans certains, pas seulement le pétrole, mais ce qu'on appelle lubrifiants, des huiles, etc., dans ce sens. Alors oui, ça c'est assez dernièrement, et c'était un projet qui a été mis en place il y a quelques années, qui vient d'être fini maintenant. Alors oui, de pas à pas, on peut dire que oui, on est au moins sur le bonne voie, mais combien de temps est-ce que ça va durer? Parce que les sacrifices quand même sont assez durs, et en plus, si on regarde un peu la situation c'était très important de le faire. Ça veut dire de mettre la monnaie égyptienne sur un niveau international convertible sur le fait de la demande. C'est très difficile à le faire. Ça aurait dû être fait il y a très très longtemps. Ça a été vraiment négligé. Ça a été fait dans une situation pas au meilleur moment, mais on devait le faire en tous les cas. Et c'est plutôt ça qui a donné beaucoup de... qui n'a pas vraiment aidé dans ce sens. Ça aide, par exemple, ça aide dans le sens d'export. Parce qu'à ce moment-là, l'ouvrier touche une salaire beaucoup plus... qui peut vraiment rentrer en concurrence contre qui sont en train d'exporter ailleurs. Mais même avec ça, c'est pas seulement... ça doit être ce qu'on appelle plusieurs sources qui sont faites à la même fois. Par exemple, une export à cause de la situation économique doit être quand même poussé et doit être amélioré en quantité ailleurs. En tous les cas, il y a beaucoup de détails de ce sens. Mais il y a 2 semaines, le prix du dollar avait un petit peu baissé par rapport à la livre égyptienne. Et ces derniers jours, on le revoit en train de remonter à nouveau. Ce sont des indicateurs de quoi tout ça? C'est les indicateurs économiques, ça veut dire c'est la demande ou le manque de demande de jour à jour qui est, alors on ne peut pas dire normal parce que quand même les fluctuations chez nous sont assez sérieuses. Mais c'est normal dans les autres monnaies, ça arrive. Ça dépend de jour à jour, de semaine à semaine, sur la situation économique, la situation politique. S'il y a un grand attentat, ça va baisser, ce sera beaucoup plus cher. Si la situation s'améliore, s'il y a un certain stabilité, ça va baisser. Alors c'est plutôt les circonstances, plutôt que quelque chose économique qui est en train d'avoir un impact là-dessus. Bon, en tout cas, l'une des choses qui est assez quand même significative, c'est la hausse des prix et la situation économique du citoyen ordinaire. Oui. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour contrôler cela et pour réconforter un petit peu le citoyen égyptien? Oui, mais peut-être pour répondre à ces questions, j'aimerais bien revenir à un moment qui a été évoqué par mon collègue. C'est que, oui, pour les mesures économiques qui ont été prises, il y a des mesures qui sont indispensables qu'on aurait dû prendre depuis très longtemps. Mais moi, je me demande, est-ce que vraiment ces mesures ont été prises de la meilleure manière, c'est-à-dire de la meilleure façon, ou bien on aurait dû toujours prendre les mêmes mesures, mais dans une autre stratégie, conformément à une autre stratégie? Parce que je pense que
que le gouvernement aurait dû prendre ces mesures, mais d'une manière un petit peu différente pour éviter la hausse des prix et pour éviter aussi l'état, je ne dirais pas dramatique, finalement, des citoyens égyptiens, c'est-à-dire la classe moyenne et la classe pauvre qui constituent quand même la majorité, parce que ça pose un problème. On sait très bien que les salaires sont stagnants, et il n'y a pas de... Et pour faire face vraiment à cette vague de cherté, quand même, c'est pas facile. Le gouvernement essaye justement de remédier à cette lacune. En quoi? En essayant justement de maîtriser le prix. On a vu que l'ex-gouvernement, je dis l'ex-gouvernement, ça veut dire que l'ex-ministre de l'approvisionnement n'a pas réussi. C'est pour cela qu'on a vu dans le remaniement ministériel un nouveau ministre. Il est intervenu pour... Et un nouveau ministre assez expert dans ce domaine. Ah, oui, assez expert. Et le ministre, il a quand même le président. Chaque jour, on sait très bien, il adresse ses directives, il faut le dire, en accentuant sur la nécessité de contrôler le marché. Mais le gouvernement n'arrive pas à contrôler le marché, il faut le dire. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, c'est qu'on voit... Il y a quand même une sorte, un chaos complètement dans les prix, dans la fixation des prix. On s'attend à ce que les prix soient quand même bien contrôlés ou mieux contrôlés. Ça, c'est une chose. Mais ça, concernant ce point, je ne vois pas la difficulté pour contrôler les prix. C'est-à-dire avec toute la technologie que nous avons aujourd'hui, la télévision, les médias, le ministère de l'Approvisionnement, tout simplement, il peut donner les prix de tous les produits, par exemple, existants sur le marché. Et tout de suite, les citoyens, s'ils trouvent que l'un des marchands ne respecte pas ces prix, il n'a qu'à appeler un certain organisme qui doit venir se manifester. Est-ce que l'organisme va venir? Pourquoi il n'y a pas de mécanisme? Oui, mais c'est-à-dire que moi, actuellement, je vois tous les commerçants et les grands, même supermarchés, ne fixent pas les prix. Et on sait très bien... Mais parce que personne ne se manifeste. Les citoyens ne se manifestent pas. Et ceux qui effectuent le contrôle ne se manifestent pas non plus. Oui, mais pourquoi faut-il attendre que les citoyens manifestent ou contestent? Mais simplement, c'est la fonction du gouvernement de contrôler le prix avant que le citoyen ne dépose une plainte. On n'a pas besoin. Oui, ça d'une part. Mais le citoyen, qu'est-ce qu'il fait aussi? Il achète. Il doit acheter parce que quand il voit que tous les commerçants, par exemple, ne se plient pas à ces directives, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est le pauvre et les victimes. Il doit donc acheter. Oui, mais ils doivent au moins boycotter certaines marchandises. C'est-à-dire, c'est pas facile de boycotter les marchandises. C'est à eux aussi de prendre certaines mesures, je veux dire. Oui, mais vous demandez un acte solidaire, et ce qui n'est pas facile. Mais ce qui est très important, à mon avis, c'est que ça, à mon avis, c'est le rôle de la sécurité qui est responsable justement de contrôler les prix. Parce que partout, on voit un chaos total. Même, c'est presque dans tous les magasins. Regardez, par exemple, la crise du sucre. La crise du sucre n'a rien à voir avec le flottement de la livre égyptienne. N'a rien à voir. Oui, la preuve qu'aujourd'hui, nous avons du sucre partout. Oui, mais après quoi? Mais c'est-à-dire qu'il faut attendre justement une crise, puis après, comme ça, on cherche une solution. Mais quand même, moi j'estime que pour le gouvernement actuellement, et je pense que c'est la raison pour laquelle aussi que le ministre, l'ex-ministre de l'approvisionnement, il est parti, il y en a un autre. Et puis après, actuellement, la politique du gouvernement est focalisée, après le remaniement ministériel, est focalisée sur le contrôle du prix. En ce qui concerne peut-être le problème du dollar, pourquoi, et vous avez posé une bonne question, pourquoi la valeur du dollar est augmentée? C'est justement parce qu'il y a l'explication alléguée par la presse égyptienne, c'est que nous nous approchons du mois de Ramadan, et ça veut dire que les commerçants ont besoin d'acheter les denrées alimentaires qu'on consomme normalement au mois de Ramadan et qui sont importés de l'extérieur, d'où leur besoin impérieux de dollars. Ce qui fait que donc la demande est excessive sur le dollar, ça explique la montée. Oui, c'est ça. Ça, c'est la seule solution qu'on présente actuellement pour expliquer pourquoi le dollar ou la valeur du dollar remonte ou les devises étrangères. Mais en ce qui concerne peut-être la réforme économique, là je vois que le discours du gouvernement en ce qui concerne la réforme économique, c'est un discours prometteur. C'est-à-dire écrit, nous disons ça dans l'analyse, écrit au futur simple. Mais lorsque le discours est écrit au présent, ça, on parle en fait de la souffrance des citoyens et la hausse des prix. Oui, on espère en tout cas que le gouvernement va pouvoir contrôler ces prix. Et il nous reste très peu de temps avant la fin de l'émission, donc on voudrait parler aussi de la politique de Donald Trump et surtout
des relations égypto-américaines. Oui, je trouve qu'avec M. Donald Trump, c'est une nouvelle. Ils sont en train de chercher des nouveaux systèmes, des nouveaux voies. Ils essayent aussi de mettre à part l'ancien politique de l'établissement démocratique vis-à-vis le Moyen-Orient. Ils cherchent pas certainement des nouveaux partenaires, mais certainement d'augmenter ces liens avec, par exemple, l'Égypte, avec des partenaires traditionnels qu'ils ont eus au Moyen-Orient. Et dans ce sens, c'est très bien pour l'Égypte. N'était pas vraiment en train de voir vis-à-vis l'administration démocratique de M. Obama, ils n'étaient pas vraiment sur le même page. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant, même que M. Trump, quand même, est en train de faire, est en train d'être embarrassé un peu et gêné par certains de ces politiques qu'il est en train d'essayer d'imposer sur l'immigration, etc. Mais dans ce sens, je trouve qu'il n'est pas vraiment complètement éduqué encore sur les réalités mondiales dans ce sens. Mais à part ça, ces politiques vis-à-vis l'extérieur, dans certains points, sont assez réfléchissants, je trouve. C'est très pragmatique. Et ils regardent une situation de ce qu'elle peut offrir aux États-Unis plutôt que pour des raisons politiques. Dans ce sens, et si ça c'est la raison, c'est beaucoup mieux pour l'Égypte que d'autres dans ce cas. Bon, Monsieur Hassan Abdel Fattah, on sent un petit peu que le président Trump n'est vraiment pas vraiment entouré par une équipe de conseillers. On sent des décisions assez spontanées et parfois qui ne sont pas parfaitement en harmonie avec le Congrès américain. Donc, comment expliquez-vous cela? Moi, je ne suis pas complètement d'accord. Non, quand même, il est entouré de conseillers. Et la preuve, c'est que quand il a pensé à prendre des mesures draconiennes, on a vu, par exemple, dans le dernier décret qu'il a prononcé, il a allégé un petit peu ces mesures. C'est-à-dire, c'est un ton un peu modéré. Mais lorsqu'on veut comprendre exactement le premier objectif de sa stratégie, et ce qui figure dans son programme électoral quand il a porté candidat, on voit que la priorité, c'est combattre le terrorisme. Le terrorisme, d'où vient le terrorisme? Il est intimement lié au dossier des migrations. La migration clandestine. Donc, il faut vraiment faire face à ce phénomène en prenant des mesures draconiennes, mesures très dur un petit peu. Et on l'a vu en fait dans son dernier décret, malgré l'allègement qu'on peut toujours constater. Il a accepté par exemple l'Irak, on a vu quelques pays qui ont été ciblés. Et puis après, ça c'est à mon avis, tout ça sous les conseils de son équipe. Et l'équipe intervient et voilà, c'est ça. Et pourquoi l'équipe n'est pas intervenue au départ? C'est-à-dire que maintenant, chaque président choisit son équipe. Et puis après, sous Obama, la stratégie ou bien la conception, l'idéologie était complètement différente. Non, mais avant d'annoncer ça au début, il n'a pas concerté son équipe? Si, il a concerté, mais c'est-à-dire dans le programme électoral. Quand, par exemple, je présente un programme électoral à la population, et je dois quand même mettre des points qui attirent, des points qui font plaisir à la population. Dès que, par exemple, on a vu quand même, c'est que Trump, avant la campagne électorale, pendant la campagne, était quand même beaucoup plus dur. Il a allégé le ton, on a vu, hein, c'est-à-dire que même, regardez, quand il a parlé avec les relations avec la Chine, à titre d'exemple, hein, il a un petit peu, on a vu que lui, il avait quand même pensé à, disons, il a eu une conception quand même dure vis-à-vis de la Chine, puis après on a vu des relations, des contacts, puis même des visites, hein, ça veut dire un rapprochement. Donc, il a renoncé quand même sur quelques points. Mais en ce qui concerne le programme, je pense qu'il est en train d'appliquer à la lettre quand même son programme électoral
les grandes lignes, et c'est-à-dire le premier dossier, c'est la migration. Et voilà, on a vu émerger le décret qui était promis et qui, à mon avis, fait plaisir à ses partisans. Et maintenant, ça, c'est la question, la migration. Mais la question qui se pose, est-ce que vraiment le terrorisme vient de la migration? Ça, c'est la question. Or, il y a quand même des études qui ont été faites qui montrent que, enfin, les terroristes ne relèvent pas vraiment de migrer. Tout à fait. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est une certaine division de la part des Américains vis-à-vis de Donald Trump lui-même. Ah oui, la population américaine est divisée et même acharnée contre. Il y a une section complètement contre M. Trump et une autre section qui est complètement pour M. Trump. Alors oui, dans ce sens, c'est très sérieux et je pense que cette polarisation s'est eu lieu un peu à cause de l'établissement démocratique et quand même progressif, mais ça n'a pas vraiment été progressif. Et M. Trump est venu à cause d'une demande pour une change. Ça n'a pas changé. Les banquiers, ils ont été récompensés à cause de leur crise. Et c'est une des choses qui a vraiment, presque pas détruit, mais sévèrement réduit la classe moyenne aux États-Unis. Et la réaction, c'est M. Trump. On va voir si M. Trump va vraiment adresser ça et améliorer cette situation internement dans le sens économique. Ça, c'est une autre chose. Mais pour le moment, on est en train de voir un acharnement entre deux côté complètement polarisé, avec la presse totalement pour M. Trump, et il y a une autre presse totalement contre. Alors, il y a pas tout est réalité, il y a beaucoup de perceptions en tout ça. Est-ce que ces perceptions sont réelles ou pas? C'est plutôt ça la grande question que les observateurs comme nous sont en train de se poser. C'est quoi qui est vrai en tout ça vraiment? C'est un défi quand même. Et concernant sa politique au Proche-Orient, qu'est-ce qu'on peut dire? Sa politique, on voit un rapprochement entre la politique américaine, l'administration américaine avec l'Égypte, bien sûr, avec aussi l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'il y a des pays où on peut voir un rapprochement, étant donné qu'on est d'accord sur les grandes lignes de la politique. C'est-à-dire que l'Égypte aussi a pour premier objectif, c'est le combat contre le terrorisme, et qu'on voit actuellement toutes les puissances occidentales, en fait, comptent sur l'Égypte, considèrent l'Égypte comme un joueur de premier ordre dans la situation. Ils ont besoin d'Égypte. On a vu même des visites effectuées. Angela Merkel, il y a aussi de grandes figures de l'Union européenne et des États-Unis. Jusqu'à maintenant, il y a des conseillers, on va, parce qu'ils sont d'accord sur cet objectif. Et on pourra voir, c'est-à-dire que moi je dirais c'est un lune de miel. Dire. On l'espère en tout cas, mais les États-Unis, ils affichent quand même certaines positions pro-Israël. Est-ce que ça peut affecter la qualité des relations avec le Proche-Orient? Et quand même, je dois retourner à la phrase pragmatisme. Et en plus de trouver le joueur qui bénéficie les États-Unis le plus. Est-ce qu'Israël donne un grand bénéfice comme partenaire géostratégique au Moyen-Orient plus important que les Arabes ou pas? Jusqu'à maintenant, on a vu avec la partie démocratique, avec l'établissement démocratique, l'établissement américain avant M. Trump, le voyait toujours que oui, Israël, etc. Aujourd'hui, c'est pas aussi sûr que tout ça. Non, c'est différent. On a déjà vu quand même que M. Trump était pour l'idée de changer l'ambassade américaine de Jérusalem plutôt de Tel Aviv à Jérusalem. Et il disait que c'est une des premières choses qu'il allait faire. Maintenant, ils sont en train de dire non, on va voir les études. Mais alors, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il parfois il fait des déclarations un peu trop spontanées? Où est son équipe? Bon, l'équipe n'est pas là quand il fait sa déclaration. Ils viennent après. Ils sont un peu. C'est pas comme avant. Maintenant, il a son Twitter. Il peut dire ce qu'il veut. Et il le dit à 2h, 3h le matin. Avant quand ses conseillers ne sont pas là. Alors, le lendemain, les conseillers sont là. L'ont donné leurs avis. Il devra apprendre à c'est amélioré un peu. Voilà. Oui, mais il avait besoin en fait du soutien certainement d'Israël au moment de la campagne électorale. Mais maintenant, quand il a accédé au pouvoir, il est président, là vraiment, il peut justement suppléer au conseil de son équipe.
En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Le temps a filé et donc c'est la fin de l'édition d'aujourd'hui. On vous remercie donc d'avoir répondu à notre invitation et on vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une édition de direct et un nouveau colloque.